Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le samedi. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur bancaire. Vous m'avez demandé dans les commentaires sous la précédente vidéo de Café de Dimanche de parler de secteur de l'immobilier et de secteur des foncières cotées, mais aussi de secteur bancaire. Je vous ai proposé les deux sujets au choix. Et finalement, vous avez voté plus ou moins 50-50 pour les deux. Donc du coup, je serai obligé de faire deux vidéos et j'ai décidé de faire la première sur le secteur bancaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like avant de commencer à regarder cette vidéo. Pour moi, ça m'aide énormément de développer cette chaîne. Donc, je vous rappelle le format pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne Mind de Cash que le dimanche, je sors les vidéos Café de Dimanche où le focus est principalement sur la macro et sur l'analyse technique des indices. Et de temps en temps, je fais des vidéos le samedi sur des sujets bien précis. Souvent, ce sont des secteurs. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et nous allons parler de secteur bancaire. Donc, le secteur bancaire, c'est très particulier quand nous investissons dedans. Vous allez voir que cette particularité simplifie un petit peu le travail d'un analyste financier et d'un investisseur. Nous allons parler plutôt d'une analyse fondamentale, même si on va regarder quand même de l'analyse technique également. Donc, c'est quoi la particularité des banques? En fait, les banques, ce sont des sociétés financières, et donc la dette des banques, c'est quand même quelque chose de particulier par rapport aux entreprises classiques. Donc la banque endettée, c'est tout à fait normal parce que la banque, naturellement, elle s'endette sur un marché interbancaire. Parfois, dans certains cas vraiment très rares et très extrêmes notamment, elle s'endette directement par rapport à la banque centrale de pays où la banque est située. Ou bien, voilà, mais dans les situations normales, elle s'endette sur le marché interbancaire en taux précis et ensuite elle donne des prêts à des entreprises, à des particuliers comme nous, vous et moi, pour les taux plus élevés auxquels elle a emprunté. Et donc, du coup, sur le spread de ces taux, on va dire dans le modèle classique bancaire, les banques gagnent de l'argent. Donc, évidemment, j'ai simplifié parce que là, ce que je viens de vous expliquer, c'est le secteur bancaire, comment il fonctionnait à l'époque du 19e siècle, quand les banques sont nées bien plus tôt, mais dans tous les cas, c'est très, très conservatif, très, très classique comme définition. Aujourd'hui, on sait bien sûr que les banques font bien plus que ça. Et donc là, on va parler de différentes branches du secteur bancaire. Donc la vidéo, normalement, si on est intéressé, mais si vous me mettez énormément de likes, je vais vous faire plusieurs vidéos sur ce sujet, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le secteur bancaire, donc je le connais très très bien. Et il y a différentes sous-branches dans ce secteur, et donc la première sous-branche, qui est la plus connue, que on est tous clients, mais je pense que pratiquement tous, si vous êtes dans les pays développés, c'est la banque de détail. La banque de détail, c'est quoi? Ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup plus de précision. C'est la banque classique que vous avez sur le coin en face de la boulangerie. C'est Crédit Agricole, c'est BNP, ça peut être Société Générale, toutes les banques populaires. En gros, les banques qui détiennent les comptes des particuliers, des entreprises, ils font des financements que vous connaissez tous. Je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. C'est vraiment l'activité la plus classique dont je viens de vous expliquer. Donc, ils empruntent quelque part ailleurs, on ne va pas trop rentrer en détail, et ils vous proposent les crédits selon le projet, donc au taux plus élevé que la banque elle-même elle a emprunté. Et du coup, le spread, il est très important. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez beaucoup de programmes commerciaux de la part des banques de détail qui vous proposent des prêts de consommation, parce que les prêts de consommation, c'est là où le spread entre les deux taux est le plus important, parce qu'évidemment, il emprunte, surtout avant cette histoire de l'inflation, Covid, etc., elle empruntait quasiment à zéro, voire négatif. Et après, ensuite, elle distribuait les prêts à des taux supérieurs. Donc pour les prêts immobiliers, il n'était pas très motivé, les banques de détail, pour donner les prêts, justement parce que le spread n'était pas très élevé. En revanche, il était extrêmement motivé toujours de vous fournir une petite carte où vous pouvez vous endetter et ensuite proposer un taux à 8%, tandis qu'eux, ils ont emprunté seulement à 0, voire négatif. Et d'ailleurs, là-dessus, sur ce principe, là, je vais un tout petit peu en dehors du sujet principal de la vidéo, c'est que la régulation de système monétaire, en fait, elle se base là-dessus, justement, parce que la banque, la quantité de prêts que la banque peut distribuer, elle dépend des réserves que la banque détient. Et les réserves sont on va dire, qui sont contrôlés par les différentes organisations internationales, et y compris la Banque centrale. Et en fonction de ça, ils peuvent donner plus ou moins de l'argent. Et donc, en jouant sur ces réserves, la Banque centrale, elle peut augmenter la liquidité dans le système ou pas, ou inciter les banques commerciales à prêter plus, ou au contraire restreindre les banques
principal, les banques de détail, de donner les crédits si la banque centrale, par exemple, elle trouve que l'économie est là en mode de surchauffe. Voilà, donc là, c'était un petit peu une petite parenthèse qui plus macroéconomique, mais c'est très important à comprendre parce qu'on en parle souvent dans le café de dimanche et c'est une des raisons pourquoi moi je vous dis à chaque fois que les QI qui étaient lancés par les banques centrales ne dépendent, en fait, ne créent pas de l'inflation. Peut-être c'est un peu difficile de faire le lien. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir des vidéos plus exactes sur ce sujet, mais par contre ça va être assez technique. J'ai peur que beaucoup ne seront pas intéressés par cette thématique. Bon voilà, je reviens sur le sujet principal. Donc les banques de détail, c'est très simple en fait. C'est les prêts, c'est les différents contrats des particuliers, bon voilà, tout ce qu'on est super bien. Après la deuxième branche d'activité, c'est la gestion d'actifs. Donc là, vous connaissez certainement que les banques, et peut-être vous ont déjà appelé pour vous proposer une assurance vie, pour vous proposer un PEA, patati patata, souvent avec des formules de la gestion pilotée, gestion dynamique, gestion, je sais pas, en général commercialement comment on l'appelle, mais ils vous proposent des fonds. Des fonds sont gérés souvent par leur maison fille, qui s'appelle Asset Management. Donc pour des différentes banques, en fait, ça peut être différentes maisons d'asset management. Certaines banques le délèguent. Par exemple, si vous voulez, Boursorama, elle délègue la gestion d'actifs chez Generali. C'est un asset manager, c'est un assureur italien qui fait aussi l'activité de l'asset management. Asset management, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous prenez de l'argent de chez quelqu'un et vous le gérez pour toucher les frais. Donc en gros, je pense que beaucoup d'entre vous sont très familiers par rapport à ça. C'est les SICAV, les EPCVM. Il appartient à une certaine maison de gestion et cette maison de gestion, c'est un asset manager. Voilà, donc c'est une activité différente et par exemple les sociétés qu'on parle souvent sur la chaîne Money de Cash comme Amundi, comme BlackRock, ça ce sont des asset managers. Après ils ont tout un tas de produits, pas que des EPCVM parce que là il y a la gestion active où il y a un gestionnaire qui décide, qui fait du stock picking, ce que nous essayons de faire ici sur la chaîne Money de Cash. Il y en a d'autres qui proposent plutôt les ETF ou les trackers qui répliquent grosso modo une certaine indice boursière ou bien une indice sectoriel. Mais dans tous les cas, c'est toujours la banque d'actifs, d'asset manager, le gestionnaire d'actifs qui s'occupe de cette activité de gérer l'argent des autres. Voilà. Après, il y a la troisième activité qui est toujours un peu, il y a la plus mal compris par les particuliers, c'est la banque de financement et de l'investissement. En français, on l'appelle BFI ou Investment Bank en anglais. Donc ça c'est quoi? Ça c'est beaucoup plus compliqué parce que grosso modo, cette activité, elle consiste à accompagner une entreprise cotée en bourse. Vous savez, ça peut surprendre cette définition parce que quand on parle des banques d'investissement, on pense qu'ils font des investissements, ils font du trading, c'est là où il y a les traders méchants qui se cachent derrière l'écran pour gérer ce monde. Donc c'est un petit peu de complotisme. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vais peut-être décevoir certaines personnes que c'est pas les banques d'investissement qui font principalement du trading. Après, tout de suite, je me corrige parce qu'il y a une petite activité qui s'appelle du prop trading, qui est d'ailleurs très contestée. C'est pas nécessairement le sujet de cette vidéo, où ils font effectivement le trading des fonds propres de la banque, et ce qui est encore plus délicat, que ce sont souvent les fonds propres qui sont constitués par les dépôts d'argent de vous et moi. Donc notre argent qu'on dépose à la banque, après, peuvent servir à une branche d'activité de prop trading de cette même banque pour trader cet argent sur les marchés, évidemment avoir des profits, on va dire, potentiels infinis. Donc ça, c'est une activité à part entière, mais ce n'est pas l'activité principale de banque d'investissement. Banque d'investissement, elle fait quoi? Elle accompagne la bourse, en bourse, en fait, les sociétés cotées. Souvent, c'est les introductions en bourse, les augmentations de capital et toutes les opérations qu'on voit souvent en bourse, les splits, voilà. Donc c'est surtout ça, en fait, qui font les banques d'investissement. Après, c'est assez complexe parce que il y en a beaucoup qui font aussi un petit peu des notations, l'analyse des secteurs, ils émettent des notes, ce genre de choses. Et donc, mais ça, c'est déjà des activités annexes. Mais principales activités de la banque de financement et d'investissement, c'est d'accompagner les entreprises cotées lors des introductions en bourse et les augmentations de capital. Il y a, voilà, merging acquisitions également, bien sûr. Voilà, donc il faut bien distinguer ces trois branches. En fait, il y en a plus en réalité, il y a plus de branches, il y a aussi private banking, mais pas toutes les banques ont ces activités, donc je ne vais pas maintenant rentrer trop en détail parce que private banking, c'est plus banque privée, en fait, c'est comme en Suisse d'ailleurs, que moi je connais bien parce que j'y suis très souvent. Et ça, en fait, c'est une gestion d'actifs pour on va dire pour des clients très riches. En fait, c'est une sous-branche d'asset management, si vous voulez. C'est un peu compliqué, en fait, toute
toute cette histoire bancaire. Et finalement, donc voilà, il y en a beaucoup plus de branches, mais les trois principales, c'est banque des détails, asset manager et banque d'investissement. Voilà, et quand vous voyez une banque cotée en bourse, vous devez tout de suite déterminer le profil de cette banque. Je pense que pour les asset managers, c'est assez clair, parce qu'en général, ce n'est pas les boîtes qu'on voit dans chaque village, parce qu'il n'y a pas de distributeur Amundi, par exemple. Vous allez vite comprendre qu'il s'agit d'un asset manager dès que vous ouvrez la description de cette activité, de cette entreprise. En revanche, la distinction entre banque d'investissement et banque de détail n'est pas toujours évidente, pas tout simplement parce que souvent ils font les deux. Il y a des rares situations où la banque ne fait que banque d'investissement, c'est par exemple Natixis. D'ailleurs, c'est une sous-branche de BPCE. BPCE d'ailleurs, c'est aussi Banque Populaire, Caisse d'épargne et Natixis. Et donc Natixis, c'est la banque dédiée à banque de financement d'investissement. Aussi, il y a Goldman Sachs également, qui n'ont pas aux États-Unis, ils n'ont pas d'activité banque de détail. Ensuite, il y a d'autres banques, typiquement JP Morgan Chase, qui est une énorme banque américaine. Et d'ailleurs, elle faisait partie de mes screeners Mind the Cash. J'ai oublié de vous dire que je propose également les services Premium et le club Option Invest. Si ça vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo. Et donc, JP Morgan Chase, en fait, cette banque qui est actuellement très intéressante en termes de valorisation, on va en parler, elle propose justement deux services à la fois. Par exemple, toutes les banques françaises, quasiment, elle était dans cette situation avant la crise de subprimes. Après la crise de subprimes, Crédit Agricole, elle a abandonné l'activité de marché, donc la BFI. Après, je ne sais pas où s'ils ont abandonné entièrement ou pas, mais dans tous les cas, ils ont fait le focus sur la banque de détail et sur le dividend bank, comme on l'appelle, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien le profil de Crédit Agricole. Ensuite, BNP Paribas et Société Générale, ils font toujours les deux. Donc, c'est les banques de financement d'investissement à la fois et la banque de détail. Voilà, nous allons commencer à regarder maintenant les dossiers concrets. Et je vais commencer en fait par JP Morgan Chase. On va changer en fait. On va faire une entreprise américaine après une entreprise française. Mais ne vous inquiétez pas, je vais regarder aussi les banques qui sont éligibles au PEA. Et sur cet exemple de JP Morgan Chase, en fait, qui d'ailleurs j'ai mis dans mon screener quand on était à $100 seulement, donc il a fait déjà 35% dans mes portfolios. C'est très bien. Cette banque, elle était très intéressante en termes de valorisation autour de $100. Bon, peut-être elle est toujours. Et là, on va le voir. Et comment on va analyser les banques? Comme je viens de vous dire que le bilan de la banque, ce n'est pas la même chose que le bilan d'une entreprise classique. Donc là, je vais vous montrer tout de suite sur le balance sheet. J'espère que c'est bien visible en fait. Comme ça, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez mieux les chiffres. Le bilan, il y a toujours deux grandes parties. Je pense que vous le savez, c'est les actifs et les passifs. Et vous pouvez voir que pour les banques, ça affiche les chiffres gigantesques. Après ça, c'est en milliers. Donc, ça veut dire qu'elles font encore rajouter 3 à 0. Donc, ça veut dire que j'ai même du mal à compter. C'est quoi en fait, ce sont des très grosses sommes pour les actifs et les passifs. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils ont énormément de dépôts, ils ont énormément de dettes pour financer les crédits qu'ils distribuent. Donc, du coup, quand on regarde la banque endettée, elles vont être toutes endettées. Et du coup, certains ratios, notamment un de mes ratios préférés, le ROIC, c'est une rentabilité qui tient compte de la dette, n'est pas exploitable pour les banques parce qu'il tient compte de la dette, mais la dette, en gros, c'est leur cœur d'activité. C'est d'avoir de la dette. La banque qui n'a pas de dette, c'est pas une banque en fait. Ce n'est pas possible tout simplement parce que c'est contraire à l'activité principale. Maintenant, les ratios. Quels ratios sont importants pour les banques? Et là, nous arrivons à une bonne nouvelle parce que tout simplement, les banques sont plus faciles à analyser que les entreprises classiques. Ça peut paraître assez surprenant, tout simplement parce que quand on parle des banques, on dit toujours le trading, après les activités à risque, les patati patata. C'est vrai, c'est juste, parce que parfois il y a des problèmes, des produits qui sont difficiles à valoriser, mais la plupart des produits que possèdent les banques sont valorisés au marché, ce qu'on appelle parfois mark to market. Vous avez peut-être entendu parler que, par exemple, la banque, sur son bilan, quand ils vont voir leur comptable, oui, ils ont aussi leur comptable comme toutes les autres entreprises, ils disent que voilà, par exemple, sur mes balances, j'ai acheté, 100 actions Air Liquide. Et les actions Air Liquide, au moment de la clôture de leur exercice fiscal, sont très faciles à valoriser parce que vous avez le marché. Et les banques, elles interviennent principalement sur les marchés régulés, donc les marchés, les exchanges, et donc là, la grosse partie de leurs actifs, elle est valorisée au marché.
Après, ils ont évidemment une stock des crédits, des dettes. Et donc, ces crédits sont aussi très faciles à valoriser parce que vous savez combien de crédits vous avez distribués et vous savez aussi dans le cadre de quel programme. Est-ce qu'il s'agit d'un crédit immobilier? Est-ce qu'il s'agit d'un crédit de consommation, crédit de voiture, crédit je ne sais pas quoi, de l'achat, des travaux, etc. Chaque profil de crédit, évidemment, sa notation de risque et évidemment la clientèle à laquelle ils distribuent ces crédits fait partie de la gestion de risque principale de la banque et ils peuvent justement avoir une certaine note par rapport à quelle typologie de crédit à qui ils distribuent les crédits. Donc il y a un certain banque qui tourne plus vers la clientèle aisée. Après, d'autres banques tournent vers la clientèle grand public, notamment Crédit Agricole, il finance souvent des projets agricoles historiquement. Donc c'est toujours le cas. Donc voilà, même si on est déjà dans un monde technologique maintenant, et certaines banques qui ont traditionnellement financé par exemple l'activité agricole, ils continuent de le faire. Donc il ne faut pas croire non plus que Crédit Agricole, ils n'ont que ces projets-là, ils ont beaucoup plus, mais ils ont quand même toujours un certain profil. Et comme je peux vous dire, c'est quand même plus facile, n'est-ce pas, de valoriser un certain nombre de prêts que la banque a distribués, on va dire objectivement, plutôt que valoriser, disons, un potentiel d'une boîte tech dans le metaverse. Je pense que c'est beaucoup plus clair la valorisation parce que vous avez quand même un bonhomme en face qui a emprunté, vous avez un montant, vous avez aussi la banque, combien elle a emprunté pour financer ce crédit qu'il a donné à ce bonhomme. Et vous pouvez déjà faire un certain nombre de calculs, faire quelques anticipations, calculer une probabilité de défaut de cet emprunteur, sachant qu'on est en France, sachant qu'on a quand même tout un tas d'organismes comme Crédit Logement, comme tous des organismes de cautionnement, pour évaluer raisonnablement votre risque par rapport à cette position et la probabilité que la banque récupère son argent. Donc ça c'est pour la banque de détail. Pour les banques d'investissement et pour les asset managers, d'ailleurs, ils sont vraiment pas risqués. Hein, c'est vraiment tranquille biche souvent comme les banques, parce qu'en gros, leur risque, ils ne portent pas eux-mêmes. C'est leurs clients qui portent le risque parce qu'ils investissent l'argent des autres. Et dans le cadre idéal, ils touchent uniquement les primes. Voilà, donc ça c'est vraiment peut-être un secteur où il faut être, et c'est pour ça que BlackRock avec Larry Flink, je sais pas, qui fait souvent la une des médias un peu complotistes en disant que c'est les gens qui gèrent le monde, voilà. Bon, d'ailleurs c'est vrai en plus, parce que vous savez, BlackRock, il possède vraiment une énorme quantité d'actifs, parce que la puissance de cette banque, là autant je n'aime pas le complotisme, mais par rapport à cette banque-là, leur puissance, elle est quand même à ne pas sous-estimer. Voilà, maintenant, on va regarder du coup de ce point de vue-là. Cela veut dire qu'on peut se baser sur un ratio qui se passait price to book. Price to book, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un book value, c'est la valeur comptable de l'entreprise, plus ou moins, et le price, c'est la valeur du marché. Donc ça, c'est la valeur que vous voyez, 135 $, 0,8, multiplié par le nombre de shares en circulation. Donc si vous divisez le prix du marché par rapport à la valeur comptable, vous obtenez le chiffre de 1,55. Cela veut dire que le prix du marché, la surprime pour JP Morgan, elle est de 50% par rapport au 55% par rapport à la valeur comptable. La particularité de la banque, c'est que la valeur comptable d'une banque, elle fait beaucoup de sens. Parce que la valeur comptable par exemple, même d'une société comme Microsoft, qui est une excellente entreprise, elle ne va pas dire grand-chose, parce que vous allez avoir un chiffre énorme pour ce ratio, mais ça ne va pas dire que c'est une valeur trop chère. C'est tout simplement parce que sur les balances de Microsoft, il y a des choses qui sont difficiles à valoriser, notamment les droits, les licences, les brevets, tout un tas de choses, par exemple les sociétés de technologie qui possèdent. Par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle les cartes d'acquisition. Cette partie s'appelle souvent les actifs intangibles, et après ils sont valorisés de manière souvent aléatoire, honnêtement. Par exemple, vous savez, pour Google et Coca-Cola, dans les actifs, il y a la valeur de leur brand. Comment on calcule la valeur de leur brand? C'est vrai qu'il y a des formules, il y a des entreprises qui se font de l'argent là-dessus pour valoriser les brands, mais dans tous les cas, vous comprenez bien que ce chiffre, il est quand même un petit peu pris du plafond. Voilà, pour résumer ce que je viens de vous dire, que quand j'analyse une banque, je tiens compte de seulement 3 critères. Le premier critère, c'est le profil de la banque. Donc, comme je vous ai dit, détail, investissement, asset manager ou autre. Ensuite, je regarde de point de vue
de la stratégie en fait quelque de la part de la banque. Ça c'est un peu subjectif parce que bon, chacun peut avoir son avis. Par exemple, moi personnellement, je trouve que la banque Société Générale, elle prend plus de risques que Crédit Agricole. Je vous donne un exemple qui est quand même assez évident parce qu'il y en a une qui est pure banque de détail, l'autre qui est plus banque d'investissement. Donc évidemment, la deuxième, Société Générale, elle est plus risquée. Mais par exemple, si vous comparez Société Générale et les BNP Paribas, ça devient subjectif, parce que les deux font plus ou moins la même chose, les deux sont concurrents, les deux interviennent sur les mêmes marchés, mais moi, personnellement, je considère que le risk management de la BNP Paribas, selon la rétrospective, surtout la rétrospective de la crise financière de 2008-2009, je suis plus rassuré par BNP Paribas qui a souffert bien moins que la Société Générale. Donc, après, vous voyez, donc, parfois c'est objectif, comme le cas Crédit Agricole et le cas Société Générale, mais par contre, c'est pas très objectif entre BNP Paribas et Société Générale. Ça, on va dire, ça relève de mon opinion personnelle. Et troisième ratio que moi je regarde, c'est book value. Bah justement, quelle est la valeur des actifs objectifs par rapport à la valeur du marché. Et en plus, quand on parle du profit de la banque, par exemple la banque comme Crédit Agricole, leur book value elle va être plus pertinente que la book value de Société Générale, parce que Société Générale peut avoir sur leur balance des instruments illiquides. Bah, notamment, par exemple, je sais pas, les varants qui sont très out of the money, qui ne sont plus tradés, par exemple, ils peuvent les valoriser. Bon, je pense qu'ils les valorisent de manière juste, de toute manière, parce qu'il y a des formules, il y a tout un tas de formules comme value at risk, comme il y a aussi on va dire des contrôles quand même qu'ils le font en termes de valorisation de leurs actifs, mais on peut avoir des produits structurés. Vous vous souvenez peut-être pendant la crise de subprime, on parlait des produits à plusieurs tranches qui étaient valorisés de manière absolument bizarre. Donc il y a des produits comme ça et ces produits existent principalement dans les banques d'investissement. Donc du coup, quand vous voyez que leurs actifs vaut tant, ça veut dire qu'il faut tout de suite penser que tiens, c'est un profil un peu particulier. Donc probablement, quelque part, ils n'ont pas valorisé très justement cette valeur. Par contre, pour les entreprises comme Crédit Agricole, où il n'y a quasiment que la banque de détail, on peut croire quasiment sur la parole en fait pour ce qu'on voit dans la comptabilité. Voilà, donc JP Morgan Chase, en gros c'est entre les deux, encore une fois, c'est à la fois deux activités, banque d'investissement, banque de détail. On voit qu'il y a quand même une surprime de 55%. Il y a des normes, vous savez, pour le secteur, 1,5 pour price to book, c'est pas très alléchant. Donc on peut dire, vous allez voir qu'il y a d'autres banques qui sont en dessous de 1. Donc ça veut dire que la valeur comptable elle est supérieure à la valeur du marché. Il y en a beaucoup comme ça. Mais les banques américaines sont toujours valorisées plus cher et souvent elles sont plus rentables. Voilà. Ensuite, on va regarder la valorisation PE ratio. Bon, déjà, moi, j'aime pas trop regarder ce ratio, il va rien dire pour moi. En fait, il va rien dire. Si, il va dire, mais il est très facile à fausser. Je regarde uniquement les valeurs forward. Ce qui s'est passé dans le passé, ça ne m'intéresse pas. C'est dans l'avenir que je compte vivre. Et dans la plupart des cas, pour valoriser une entreprise de point de vue sa valorisation, excusez-moi pour le mix de mots, j'utilise valeur de l'entreprise divisée par EBITDA, qui pour moi est un peu plus pertinent en termes de... Voilà. Mais il n'est pas applicable pour les banques, en fait. Il est difficile en fait, d'utiliser pour les banques. Maintenant, on regarde les ratios de rentabilité. Comme je vous ai dit que ROIC, mon cher ROIC que je regarde le plus, très souvent, il n'est pas exploitable. Par contre, on peut regarder ROI qui ne tient pas compte de la dette, et ça commence à être intéressant. C'est déjà 13,8%. Ça, c'est vraiment très bien pour les banques, parce qu'en général, vous allez le voir, que la norme, ça sera dans les 8, 9. Donc, du coup, c'est la rentabilité d'une banque classique qui est bonne, quoi. Voilà, ensuite, il est un petit peu en décroissance, mais ça, c'est une question de momentum, et les dividendes de 2,6. Maintenant, je vais regarder l'analyse technique pour JP Morgan. Voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure que cette entreprise que je surveille déjà depuis un certain temps, et j'en ai parlé dans mes screeners premium, c'était pour le mois dernier, je crois que c'était dans ma sélection. Je pense que cette banque, elle apparaissait dans plusieurs sélections, pour ma sélection personnelle, mes valeurs chouchou, et aussi dans la sélection Tranquille Biche, ce que j'appelle c'est une sélection d'actions que moi je présente tous les mois pour ceux qui ne veulent pas prendre beaucoup de risques. Donc du coup, moi je considérais cette valeur comme peu risquée. C'est pas pour frimer aujourd'hui que je le fais, mais je fais quand même un petit peu la pub pour mes abonnements. C'est que évidemment l'analyse elle était faite quand la valeur elle était à $100. Donc aujourd'hui on est à 135.
et on va encore monter visiblement ce matin. À 135, j'avoue que c'était vraiment quand même, si on revient en arrière, c'était quand même un support assez puissant, comme vous pouvez le déjà voir. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas abonnés, on le voit que dans le passé. Et maintenant, on voit que c'était quand même un support vraiment, vraiment très intéressant. Effectivement, pendant la crise de Covid, on est descendu à 80, mais vous savez, pendant les grosses crises, la chute de 20%, c'est pas encore si dramatique que ça, même si on s'imagine que ça va faire le copier-coller de Covid, ce qui est déjà, on va dire, un assumption très, très, très agressif. On pourrait reperdre 20%, ce qui n'est pas non plus dramatique. Donc moi je suis rentré évidemment sur cette valeur à ce niveau-là et j'en suis très très content de encaisser de l'argent en ce moment. De point de vue technique, aujourd'hui, honnêtement, je pense que c'est un tout petit peu trop tard. Après, je vous rappelle, si vous venez de rejoindre Mind the Cash, vous ne suivez pas forcément, ou bien si vous ne suivez pas forcément toutes mes cafés de dimanche, je ne suis pas nécessairement, même si je sais que la situation s'améliore un petit peu, mais je ne suis pas encore à 100% bullish et je pense que là quand même encore des limites pour cette hausse. Donc là maintenant il lui reste 5 dollars à grimper pour moi jusqu'aux prochaines résistances. Je dirais que non, et en plus RSI déjà maintenant il dépasse un certain niveau. Mais pour moi, mais ça c'est encore une fois, ce sont mes projections, je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, je vous répète à chaque fois, donc là je ne suis pas un analyste financier. J'attends quand même encore une deuxième phase de correction et on peut éventuellement aller retester les mêmes niveaux. Après, ça peut être une erreur, on peut avoir quand même un rallye de Noël, on va en parler demain, n'oubliez pas de regarder la vidéo de dimanche demain, ce sera le sujet principal. Et du coup maintenant je pense qu'on peut encore monter, à voir, pourquoi pas casser ce niveau-là, mais par contre le plus grosse résistance, ça sera 150. Il faut encore y arriver. Donc pour arriver à 150, déjà ça devient plus intéressant, mais ça implique un certain scénario extrêmement positif. À voir s'il va avoir lieu ou pas, je n'en sais rien. Voilà, maintenant je vais revenir sur la liste des banques. Et maintenant, on va tout de suite regarder Société Générale. Voilà, ça c'est parfait. C'est une banque qui a un profil pas exactement le même, mais quand même le profil relativement proche. Et donc là, on va regarder quels sont les ratios pour une banque avec une activité similaire, proche à celle de JP Morgan. Donc là, on voit, bon, PE, je ne regarde pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, et price to book, comme je vous ai dit, ça c'est un cas extrême, 0,3. Donc Société Générale, en termes de valorisation, aujourd'hui, elle est valorisée seulement à 30% de leur bilan, vous imaginez. Donc ça donne envie, c'est vrai, même à moi, ça donne vraiment envie d'y investir. Mais encore une fois, elle est restée avec ses ratios depuis très longtemps. Depuis la crise de subprimes, je n'ai jamais vu, je crois, que la Société Générale au-dessus de 1, même au meilleur moment de leur cours boursier, dans leur parcours boursier. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de données ici. Bon, vous voyez la rentabilité ici, ça explique pourquoi elle est si bon marché. La rentabilité est bien plus faible, on a 3,6 seulement, en moyenne sur 5 ans, et la dernière 2,5. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et bon, les dettes, vous voyez, les dettes, ça ne va rien dire. Ouais, le dividende aussi, il a largement diminué. Maintenant, je vais tout de suite regarder BNP Paribas, parce que comme ça, on va faire un tour. Alors, les deux banques françaises principales. Comme ça, on voit comment ils se distinguent de point de vue fondamental. Après, je n'ai pas oublié, je vais regarder l'analyse technique. Vous voyez, BNP Paribas, comme je vous ai dit, pour moi, c'est une banque d'une légèrement meilleure qualité de point de vue gestion de risque. Et visiblement, je ne suis pas le seul à croire comme ça. Et donc, du coup, elle est valorisée presque 2 fois plus cher parce qu'on est à 0,53 sur price to book, mais ça reste quand même 53% du bilan qui est valorisé actuellement par la bourse. Donc, normalement, si on arrive à 100, à 1 seulement, donc si la bourse valorise le bilan tel qu'il est pricé au marché, ce qui est très probablement la vraie valeur de leurs actifs, ça devrait être le double. Presque le double. Donc, du coup, on devrait être à 100 € plutôt qu'à 51. 52 presque, voilà. À voir. Est-ce que c'est légitime? C'est peut-être parce que le marché anticipe quelque chose de mauvais. Ça, c'est une autre question. Ici, on observe des rentabilités. Voilà, ça, c'est la moyenne plutôt pour le secteur, parce que je connais bien ce secteur. En général, c'est ce que je vois. Entre 6 et 9%. Voilà, donc là, on est pile poil au milieu. Donc, on a 7% de rentabilité. 8 pour l'année dernière et 7 en moyenne, donc c'est vraiment très très stable. Et il y a la croissance de earnings per share. C'est une banque saine, vous voyez, donc là pour le moment je vois que
Sauf la rentabilité, c'est même mieux que JP Morgan, pourtant c'est valorisé beaucoup moins cher. Donc entre les deux, moi, si on regarde juste les critères que moi je vous présente, BNP Paribas est plus intéressant, mais par contre, c'est une banque française, c'est pas une banque américaine. Évidemment, c'est pas les mêmes moites, comme j'appelle. L'avantage concurrentiel, donc ils ont peut-être moins d'accès à différentes clientèles, etc., etc. Bon, bref, chacun en décide. Le but ici de vous montrer le principe de valorisation et n'est pas qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre. Après, évidemment, de toute manière, je n'ai pas le droit de le faire. Et de toute manière, c'est vous qui vous allez prendre cette décision. On va regarder Société Générale. CGLE, oui, c'est ça. C'est un peu la honte de ne pas connaître les tickers des grandes banques. Si je connaissais, mais j'oublie. Donc voilà, on voit encore la crise de subprimes. Vous voyez, oh pardon, la crise de subprimes. Non, c'était même pas la crise de Covid. J'avais tort. C'était la crise ukrainienne. Vous voyez, donc ça c'est le début de la guerre en Ukraine. Et la chute était quand même impressionnante. Et pourquoi? Vous savez, moi en étant d'origine russe, j'espère que vous n'allez pas désabonner. Mais en tout cas, on a perdu 52% depuis le début de la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette banque, Société Générale, elle possédait d'une filiale en Russie. Et on voit l'impact. On voit l'impact. Je pense que c'était même plus que la crise du Covid. C'est ça la crise du Covid, j'imagine, oui. Et pendant la crise du Covid, nous avons fait moins... Attendez. Ouais, non, moins 70%. Non, 60%, 73%. Donc là, je pense que Covid, c'était quand même plus grave que la guerre en Ukraine, mais les deux ont affecté fortement les cours de Société Générale. Donc là, on voit 32, on est passé quand même à 12. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant, et là, on était à 37. Je pense que c'est là-dessus où on était proche à 1 au niveau de price to book, à 37. Et après la crise en Ukraine, on est tombé à 18. Et maintenant, nous voyons clairement le support sur le niveau de 20 euros. Et actuellement, la banque elle est cotée à 23,95. Voilà, donc en gros, je n'ai pas spécialement d'avis parce qu'encore une fois, cette banque elle est plus difficile à valoriser que les autres, dû au profil quand même relativement risqué, en fait, parce que là, ils sont des leaders de dérivés, en fait, ils font beaucoup de dérivés. Et quand même, je trouve, moi personnellement, bon, j'aime bien cette banque parce que j'ai passé des belles années à travailler pour eux. Il y a une dizaine d'années, j'étais chez eux à Paris, à La Défense. Et du coup, j'aime bien cette banque, j'ai pas envie de la critiquer, mais quand on regarde leur parcours boursier, c'est quand même sensible. En fait, cette banque, elle est quand même fragile. On voit qu'elle réagit à toutes les crises de manière absolument amplifiée. Elle amplifie tous les phénomènes. Donc, du coup, je trouve toujours que ce dossier il est quand même relativement risqué. Maintenant, la BNP, on va regarder également. La BNP devrait avoir le parcours boursier. Là, je vais regarder en long terme. Vous allez tout de suite voir que je pense que leur parcours il est plus flat en fait que celui de la Société Générale. Et ici, nous voyons, c'est bon, c'est vrai que ça, c'est le support très lointain, en fait, c'est à 25 $, donc il faut qu'elle se casse les figures de 50%. Mais en tout cas, on a des supports supplémentaires, c'est au niveau de 40, ce qui est relativement loin aussi, mais c'est déjà beaucoup plus réaliste. Au niveau des airs ici, je trouve que bon, elle est au milieu du canal, en fait, donc elle n'est pas surachetée, n'est pas survendue. Donc elle est tout à fait à la normale. Donc c'est tranquille pour BNP Paribas. Je ne sais pas d'ailleurs si elle a rebondi beaucoup avec le rebond de ces derniers jours. Donc là on était, ah oui, on était à 42, on était justement proche au support, c'est là où il fallait l'acheter. Donc c'est bien d'en parler dans le passé. Et là maintenant on arrive à la moyenne mobile de 50 jours. Et la moyenne mobile de 200 jours se trouve en dessous, ce qui est assez drôle. Voilà, et maintenant, là, je dirais encore une fois, moi j'achète pas, j'ai pas BNP Paribas, et j'achète plus les banques américaines. Et après, si ça vous intéresse, peut-être le dividende, mais dividende ne le montre pas, c'est étonnant parce que je crois qu'il y en a en dividende quand même. Mais dites-moi dans les commentaires si le BNP verse le dividende, je crois qu'il devait le verser quand même parce que. Non, ici ils disent que 7,2, oui. Ça ressemble plus à la réalité. Parce que c'est vrai que les banques, actuellement, elles versent beaucoup de dividendes
Mais après, il y a beaucoup de volatilité sur ce secteur, donc c'est pour ça que le risque de perdre sur le capital de votre investissement, il est quand même très important par rapport aux dividendes que vous allez percevoir. Parce que 7%, oui, c'est bien, si on oublie un peu l'inflation, si on reste dans l'esprit d'inflation d'avant. Et ça peut paraître très alléchant, mais après, vous devez vous préparer à des mouvements très importants sur le cours de bourse. Voilà, maintenant je vais regarder Crédit Agricole. Voilà, là nous arrivons à une banque qui a un profil très différent, donc là ça va être intéressant à comparer. Donc là, je vais tout de suite aller regarder les ratios. Price to book. Price to book, c'est justement au milieu, presque au milieu entre Société Générale et BNP Paribas, vraiment pas cher. Par contre, ici, la valorisation, elle est très pertinente parce que c'est vrai que la plupart d'actifs sont faciles à valoriser et cette valorisation, on va dire, elle est juste parce qu'il ne traite pas énormément de produits complexes. Donc, on peut croire que ce ratio correspond à la réalité et donc cette valeur, elle est vraiment sous-valorisée. Est-ce que cela veut dire qu'il faut l'acheter? Pas nécessairement parce qu'il peut rester sous-valorisé pendant très longtemps. Et est-ce que c'était le cas ces dernières années? On va regarder la rentabilité. La rentabilité est quand même pas mal, donc vous voyez, donc c'est très proche à celle de BNP Paribas. Pourtant valorisé un chouïa plus cher. Ensuite, au niveau de croissance, ça, les dettes, c'est pas non plus, et 7% aussi de dividendes. Là, par contre, vous savez, je vous ouvre un petit secret également qu'il y a un mois, elle faisait partie aussi de mes screeners. Je ne sais plus lequel, je crois que c'était soit le screener pour les dividendes, pour ceux qui veulent devenir rentiers en bourse, soit il était dans le screener Tranquille Biche, je crois que c'était plutôt dividendes. Corrigez-moi si je me trompe, ceux qui font partie ceux qui ont acheté mes abonnements premium, mais je crois que c'était soit dans POA, soit dans dividendes, voilà, c'est ça. Moi, je dirais que parmi tout ce que nous avons vu aujourd'hui avec mes amis, avec vous, mes amis, c'est Crédit Agricole qui, moi, je trouve le plus intéressant. Je crois que on va regarder l'analyse technique. Je crois que c'est AK, non, voilà. Là, je me suis corrigé. Là, je n'ai pas oublié mon ticker. Alors, donc là, on va regarder l'analyse technique. Et nous sommes, en fait, cette valeur, je trouve qu'elle est assez intéressante du point de vue technique. Pas intéressante en termes d'acheter maintenant, mais surtout son profil. Il faut regarder que depuis des années, elle reste dans ce range, de 2012, c'est incroyable. Depuis 2012, elle reste dans le range entre 6 au plus bas, donc ça c'est pendant les crises, et je crois 15, 14 au plus haut. Donc si on regarde on va dire les scénarios qui arrivent le plus souvent, donc sans des crises les plus graves, donc on reste dans un range très étroite, entre 8 et 14. Ça, c'est parfait pour le trading, swing trading. Je pense que c'est pas mal, surtout si vous maîtrisez les options et si vous faites partie éventuellement de mon club Option Invest, vous pouvez envisager les stratégies optionnelles avec les risques limités à chacun des niveaux. Et comme ça, vous allez profiter assez facilement parce que même en regardant le graphique dans le passé, on peut anticiper combien de temps, généralement, ça prend pour Crédit Agricole pour repartir vers un tel ou tel niveau. Maintenant, on est en train de repartir vers la hausse à partir de son plus bas. Ok, donc là on est à 9,50, donc elle n'est pas chère, encore une fois, même de point de vue technique, ça reste relativement intéressant. Donc là, si je regarde sur les daily, ça c'est le graphique principal, on peut dire que voilà, on est reparti de 8, c'est vrai qu'on a déjà perdu une partie du PNL de 1,50€, mais par contre il vous reste quand même un petit joli chemin jusqu'à 14 si on est optimiste. Après, est-ce que vous êtes optimiste? C'est vous qui vous allez décider. Moi je ne peux pas vous conseiller là-dessus, mais dans tous les cas, de point de vue technique, il y a du potentiel. Donc Crédit Agricole pour l'instant, pour moi, il gagne de tous les points de vue, profil du risque, dividende, valorisation et l'image technique. Donc l'image technique, sauf les RSI, en fait, mais après RSI pour moi c'est secondaire. RSI aujourd'hui au niveau de momentum, c'est vrai que c'est assez haut, mais c'est assez haut justement parce que on a eu plusieurs séances de hausse suite aux annonces, pas aux annonces, aux publications de l'inflation aux États-Unis, etc. Bref, voilà. Mais il est légitime de croire que il y aura quand même encore une certaine vague de crise. On va repartir à la baisse. On pourra peut-être revisiter encore les supports. Mais ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est déjà une chose subjective que je suis en train de vous transmettre. Est-ce que ça correspond à votre vision ou pas? C'est vous qui vous allez décider.
Maintenant aussi, je vais regarder une autre société qui est plus d'un autre secteur. Ça, c'est bon, sous-secteur évidemment. C'est le BlackRock, le fameux BlackRock que j'ai dans mon portefeuille. Vous voyez, c'est sympa. C'était une belle journée hier. Là, j'enregistre cette vidéo, c'est le vendredi midi, 13h. Et vous voyez que la journée précédente, c'était vraiment de la folie, et notamment pour BlackRock. Et BlackRock faisait partie de mes screeners, mes amis aussi. Donc, ça, c'était pas mal. Je crois que c'était mes chouchous. La price to book, vous voyez, tout de suite, là, on voit 3, parce que ça, c'est une valeur qui a énormément d'avantages concurrentiels, donc c'est légitime. Vous voyez, la finance, elle est quand même logique. Et ceux qui ne croient pas à la puissance de marché d'interpréter l'information, vous voyez, sur ces exemples-là, on voit bien que quand même les marchés interprètent bien. Et donc 3%, 3 price to book, donc la plus chère de ce point de vue-là. Leurs actifs sont quand même assez faciles à pricer également. Les marges sont plus élevées que les autres, la rentabilité j'imagine aussi, donc la rentabilité à 15, donc c'est génial. Là par contre on peut aussi envisager de regarder la dette, parce que la dette ici ils n'empruntent pas. Ils prennent de l'argent chez vous et moi, et après eux-mêmes ils n'empruntent pas. C'est vraiment malin comme business. Ensuite, vous voyez, la dette, elle est contrairement aux autres, là, c'est plus une entreprise classique en fait. C'est une entreprise de gestion, en gros, sauf qu'ils ne gèrent pas les maisons ou les appartements, ils gèrent votre argent. Ni plus ni moins. Donc le dividende, il est faible, donc moins de 2%. Par contre, la croissance de dividende, elle est quand même assez surprenante et assez stable. Voilà, donc c'est ce qui concerne BlackRock. BlackRock. Après, on va regarder Amundi peut-être pour comparer, et comme ça, on a fait le tour. Voilà, mais bon, pour BlackRock, c'est vrai qu'on a quand même rebondi trop fort et trop vite. Donc là, on a des sommets qui sont très clairs. Là, on est à la résistance, mais après, il faut voir où vont aller les indices. Si les indices vont aller encore plus haut, s'ils vont aller taper dans le 4150, voire 4003, ce que je doute. En fait, 4150 avec le news flow actuel, bon, ça, on va en parler demain. Je ne veux pas vous raconter tout aujourd'hui, pour garder le suspense pour Café de Dimanche demain, pour que vous ne me larguiez pas demain. N'oubliez pas en like, s'il vous plaît, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait. Donc, en tout cas, là, pour l'instant, on attend les premiers résistances. Et donc, il faut être quand même vraiment très convaincu pour acheter à ce prix-là. Je pense même à prendre les profits, pour être honnête, parce que là, elle a déjà bien performé. Je vois pas trop l'intérêt de la garder très longtemps. Ensuite, Amundi, je ne vois pas ici dans ma liste. Amundi. Je connais pas le ticker. Amun, je pense. C'est facile. Donc Amundi, il a repris. Je l'ai aussi dans mon portefeuille, moins que BLK, mais bon, le dividende extraordinaire. Ensuite, les ratios, on va comparer par rapport à un autre asset manager, c'est très gros aussi. Price to book, vous voyez, en pile poil, valorisé comme le marché, comme la comptabilité. Les marges sont très bonnes. Ensuite, les retours, les rentabilités inférieures à BlackRock, mais ce qui est normal, c'est pas le même moite, mais on s'approche à 11 quand même de pourcents, c'est pas mal du tout, voilà. Et ensuite, bon, un peu plus endettée, après je sais, bon, ici c'est le même principe, donc elle est plus endettée, mais en même temps, c'est quand même une valorisation qui est bien plus intéressante. Voilà, qu'est-ce que de point de vue technique, qu'est-ce que Amundi nous propose? Voilà, Amundi, je ne l'avais pas dans mes screeners premium, malheureusement, mais elle était dans mes candidates pour les screeners. Donc du coup, j'ai pas eu le temps pour les rajouter. Je pensais de le faire prochainement, mais finalement, à chaque fois, je préférais d'autres actions à vous proposer. Et du coup, il n'était pas dans la liste des autres de mes suggestions pour le mois, mais par contre, c'est exactement le même profil et nous sommes en train de taper les plus hauts, donc le plus haut au niveau des récits, les plus hauts locaux, bien évidemment. Et maintenant, on a dépassé la moyenne mobile de 200 jours. Bon, il y a des chances que va aller quand même jusqu'à 57. Bon, ça ne laisse pas énormément de marge. Mais par contre, cette entreprise, moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de moites. C'est le plus gros asset manager en Europe. C'est vraiment pas mal. Et ils possèdent beaucoup d'ETF, elles sont modernes, ils ne font pas que la gestion à l'ancienne. Et moi j'aime beaucoup cette entreprise, en fait je l'ai dans mon portefeuille, même au cours actuel je ne pense pas spécialement qu'elle est chère, parce que comme vous avez vu les ratios, la rentabilité, vous voyez dans cette vidéo ce qui est
je pense que c'est pratique. Mais n'oubliez pas s'il vous plaît en like pour que je sache que vous aimez bien. Et mettez le commentaire, comme ça je pourrais faire après dans le même format. Comme ça on voit les deux entreprises américaines et françaises, comment le profil, dans le même profil, qui sont comparables et comment les valorisations changent. Et comme ça peut vous donner des idées de comparaison. Qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut ne pas acheter, s'il faut payer plus cher pour une action américaine et pourquoi. Et je pense que c'est un format qui me paraît assez convivial pour beaucoup d'investisseurs. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit au revoir, mais pas pour longtemps parce qu'on se reverra normalement demain pour notre traditionnel café dimanche. On parlera de la macro, de toutes les tendances, tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Profitez bien, s'il fait beau chez vous. Chez nous, il fait beau. Et j'espère on va se revoir demain. Je vous dis mind the cash. Bye bye.